Lorsqu'on back un jeu sur GameFound ou Kickstarter ou n'importe quelle autre plateforme de sociofinancement, on sait très bien qu'on ne le recevra pas avant plusieurs mois. Eh bien, aujourd'hui, je vous parle des jeux dont j'attends le plus la réception en 2022. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, c'est mon plaisir, mon privilège de vous parler des jeux qui sont issus d'un projet de sociofinancement que je devrais recevoir en 2022 et que j'attends le plus. Alors, cette vidéo s'inscrit dans la trilogie de vidéos que je vous ai proposées sur les jeux les plus anticipés pour ma part en 2022. J'ai commencé en vous proposant une vidéo des jeux qui sortiront en boutique en 2022 qui sont à surveiller. J'ai enchaîné avec des projets qui seront en lancement en 2022 sur des plateformes de sociofinancement, donc dont le lancement n'a pas encore été fait. Mais aujourd'hui, on se concentre sur des projets qui ont déjà eu lieu, qui sont déjà financés. Et pour la plupart de ces projets, eh bien, ils ont déjà passé à travers tout le processus de manufacturation, de fabrication, de traduction, etc. Et je croise les doigts pour que la totalité des jeux que je vous présente aujourd'hui arrive chez moi, chez les backers, en 2022, comme c'est prévu aux dernières nouvelles des actualités. Mais vous devez savoir que le monde ludique, ou plutôt le monde étant ce qu'il est, il peut y avoir toujours des imprévus. Alors c'est possible que l'un des jeux dont je vous parle aujourd'hui, qui est prévu arriver chez les backers en 2022, soit repoussé. Alors à ce moment, c'est en dehors de mon contrôle. Je vais commencer avec une mention spéciale, c'est-à-dire un jeu que je n'ai pas backé, mais que je regrette amèrement. Et par la suite, on enchaînera avec mon top 5 des jeux que j'ai backés personnellement sur des plateformes de sociofinancement et que j'attends impatiemment. Je vous invite immédiatement à me laisser un pouce vers le haut. Et maintenant que c'est fait, allons voir ma mention spéciale, mon plus grand regret. Si vous me connaissez ou que vous me suivez depuis assez longtemps sur la chaîne, vous savez que je ne suis pas un grand backer sur Kickstarter, sur GameFound. En fait, en 2021, c'est certainement l'année où j'ai backé le plus grand nombre de projets dans toute ma vie en termes de joueurs de jeux de société. Parce qu'en temps normal, je pourrais compter sur une main le nombre de jeux que je back dans une année complète. Mais parfois, il y a des jeux qui arrivent sur Kickstarter, sur GameFound, d'autres plateformes, que je décide d'ignorer ou de me dire, bon, je vais attendre que ça soit disponible en boutique ou quoi que ce soit, et que je regrette amèrement. C'est le cas de ma mention spéciale. Il s'agit de Endless Winter. Et oui, un jeu pour 1 à 4 joueurs, durée qui peut varier entre 60 à 120 minutes. Un jeu que je n'ai pas backé lorsque la campagne était en ligne. J'ai décidé de laisser passer le projet. On dirait que je regrette un peu aujourd'hui. Alors, c'est un jeu qui est illustré par M. Mihaljo Dmitrievski et on a vraiment l'impression, lorsqu'on jette un coup d'œil rapide, qu'il s'agit d'un nouveau jeu de Garphill Games dans la catégorie des Royaumes de l'Ouest ou quoi que ce soit, les mers du Nord, mais ce n'est pas le cas. Alors, c'est simplement de Miko, le même illustrateur qui utilise un style qui lui est propre. Alors ici, dans Endless Winter, on remonte il y a quelques milliers d'années en arrière pour incarner des chasseurs-cueilleurs nomades du Paléolithique, rien de moins. Ici, on a une espèce de jeu hybride de placement d'ouvriers et de deck building avec une multitude, c'est probablement un des aspects les plus intrigants du jeu, une multitude de chemins possibles vers la victoire et toutes sortes d'interactions incroyables entre les différentes actions réalisables dans le jeu. Ça a l'air assez impressionnant. Je passerai pas trop de temps à parler de Endless Winter parce que je pense que je dois être un des seuls à avoir passé à côté de ce projet et qui s'en mord vraiment les doigts.
je vais devoir me contenter d'une copie boutique lorsqu'il sera disponible, mais aux dernières nouvelles, normalement, le jeu devrait être livré au backer en 2022. C'est ma mention spéciale. On enchaîne avec mon vrai top 5. 5 projets que j'ai financés ou que j'ai backés en 2000 ou 2021, dans les dernières années, mais qui devraient arriver chez moi, ici même, au Québec, Canada, en 2022. Et en position numéro 5, on retrouve Darwin's Journey, un jeu pour 1 à 4 joueurs, durée également qui peut varier entre 60 à 120 minutes. Un jeu de Simone Luciani et Nestore Mangone. Quelque chose comme ça. Alors, ici, pour ce qui est de Darwin's Journey, outre le fait que le nom de Simone Luciani soit sur la boîte, ce qui m'excite le plus, je dirais, c'est vraiment la twist intéressante en lien avec le mécanisme de placement d'ouvriers. Parce que oui, on a un énième jeu de placement d'ouvriers ici, mais encore une fois, avec une petite twist qui me semble tout de même assez prometteuse. Les ouvriers qu'on va placer sur le plateau pour résoudre différentes actions, vous êtes familier avec ça, ici ont des spécialités que l'on pourra développer en cours de partie afin de les amener à atteindre leur plein potentiel, des ouvriers qui nous appartiennent. Et à ce moment-là, on va pouvoir bénéficier de leurs habiletés spéciales. Donc, on a des ouvriers qui ont déjà des spécialités qui vont pouvoir, par exemple, il y a un explorateur qui va pouvoir faire les actions, je crois, avec un seau vert. Et là, on va pouvoir le modifier pour lui donner une certaine spécialité ou un potentiel plus grand, et lorsqu'on a réussi à atteindre certains stades, eh bien, on va pouvoir bénéficier du pouvoir hyper puissant de notre ouvrier ou de notre personnage. Et c'est vraiment cet aspect-là qui semble représenter un vrai brûle-neurone, puisque on a d'un côté là, la planification du placement de chacun de nos ouvriers qui va demander une attention méticuleuse qui reflète également ou qui fait contraste avec le timing de toutes nos actions, surplombé du fait que le jeu a l'air très très serré au niveau de la monnaie qui va nous permettre d'effectuer nos actions. Alors tout l'aspect de planification, de timing, de quand aller faire telle action, quel ouvrier envoyer à ce moment-là, est-ce que je devrais attendre à plus tard, ça a l'air d'être le cœur, la croûte du jeu. En plus, on va avoir la possibilité de débloquer de nouveaux emplacements sur le plateau qui seront plus puissants. On va pouvoir explorer 3 différentes îles grâce à nos explorateurs pour étudier différentes espèces animales. On va pouvoir naviguer avec notre navire pour atteindre de nouvelles îles à explorer. Et oui, il faut le dire, c'est effectivement un jeu salade de points. Mais que voulez-vous? J'ai jamais assez de points dans ma salade. J'aime ça, les jeux de salade de points, où est-ce qu'on peut faire des points un peu partout. Et celui-ci me semble tout de même se distinguer. Est-ce que ce sera à la hauteur de mes attentes? J'en sais rien, mais je sais que je l'attends impatiemment. Et avec les informations que l'on a en date d'aujourd'hui, on peut espérer une livraison au début de l'été 2022. Je vous avertis, les 4 prochains jeux dont je vais vous parler auront des boîtes gargantuesques. Et on commence ça en position numéro 4 avec Hybris Disordered Cosmos. Alors, Hybris est un jeu pour 1 à 4 joueurs, durée qui peut varier de 60 à 180 minutes, alors 2 à 3 heures tout de même, et j'ai eu le privilège de vous présenter un prototype de ce jeu sur la chaîne via 3 différentes vidéos où on regardait ensemble différents aspects du jeu, un portrait global sur les phases de jeu, la symétrie aussi des différentes divinités qu'on peut incarner et les 7 différents lieux qu'on peut explorer. Alors, si ça vous intéresse, vous irez y jeter un coup d'œil. C'est un jeu de placement d'ouvriers et de planification d'actions radicalement asymétrique, où on va incarner l'une des divinités de la mythologie grecque. On peut incarner Zeus, Athéna, Poséidon, Hadès, etc. Là, il y a même des extensions, Artémis, je crois, Arès, bref. Beaucoup de divinités différentes qui sont tous très différentes également dans la façon d'y jouer, de les incarner.
Il y a énormément de choses que j'aime, que j'apprécie, qui m'excitent dans Ibris, en plus de la thématique et de l'asymétrie, entre autres la sélection des piliers divins au début de chaque manche qui vont déterminer non seulement l'ordre de tour, mais aussi un bonus pour le joueur actif et pour tous les autres joueurs autour de la table lorsque l'action en question sera effectuée. Ça, c'est bien intéressant, une espèce de draft pour l'ordre de tour et d'un pouvoir au début de chaque manche. Et il y a 6 manches dans une partie. J'aime aussi énormément la phase de planification qui n'est pas sans rappeler Tricerion, que j'aime énormément, là, qui est bien haut placé, qui est bien haut hissé dans mon top 10 des meilleurs jeux sur la planète, où on devra assigner secrètement nos prophètes, nos héros, à certains lieux du plateau central, puisque notre divinité elle-même peut se déplacer n'importe où. C'est un dieu, après tout, rappelons-le. Et selon le type de personnage envoyé, il va pouvoir avoir différentes interactions qui vont pouvoir survenir à différents moments durant la partie. Donc la phase de planification, vraiment, vraiment génial. J'aime le fait que les 7 lieux du plateau nous offrent une tonne de variété, puisqu'on peut toujours effectuer plusieurs actions différentes dans chaque lieu. Donc oui, il y a 7 lieux, mais dans la plupart de ces lieux, vous allez avoir 2 actions différentes possibles. Ça ouvre l'éventail des possibilités. C'est incroyable. Et chaque emplacement où on va placer nos ouvriers, ou chaque lieu plutôt, comme la forge, l'oracle, l'arène de combat, si on veut, ou le colisée, je ne me souviens plus exactement du nom de ce lieu, chaque lieu va également fonctionner de façon différente. C'est comme des mini-jeux, si on veut. J'aime le fait qu'ils ne sont pas axés sur la production de ressources. Donc, on ne va pas juste aller dans un lieu comme la forêt pour récupérer 3 bois. Là. C'est pas ça ici. Ici, on va plutôt obtenir des ressources via ou par le biais d'une bonne planification réussie dans notre tour, en réussissant à prendre avantage des emplacements disponibles ou en réussissant à réaliser des actions qui vont nous donner ce qu'on a besoin pour les tours suivants. Ça, c'est intéressant, ça nous amène vraiment à nous creuser la tête. Ajoutez à ça le système de combat que les héros peuvent utiliser pour affronter des créatures, des champions de l'arène, qui peuvent également les utiliser pour réaliser certaines sagas ou même combattre d'autres joueurs. L'asymétrie radicale des pouvoirs de chaque divinité, leur deck de cartes uniques, leurs 6 améliorations différentes, c'est tout simplement hallucinant la symétrie qui est dans ce jeu. Et l'équipe d'Aurora ne s'est pas encore avancée sur une date de réception approximative en raison du Nouvel An chinois et du Festival de Cannes, qui sont 2 événements assez accaparants. Mais je crois qu'il serait tout à fait raisonnable tout de même de croiser les doigts pour une réception d'ici la fin de l'été. Hein? Peut-être, j'espère, s'il vous plaît. En position numéro 3, on y va avec Burn Cycle, un jeu pour 1 à 4 joueurs, durée de 45 à 180 minutes, un jeu coopératif. Alors, premièrement, je dois déblayer ça là, un peu de la discussion, c'est que je suis un fan inconditionnel de Chip Theory Games, alors avec 2 de leurs jeux qui font partie de mon top 5, 2 jeux de cette compagnie qui font partie de mon top 5 des meilleurs jeux sur la planète, soit Too Many Bones et Cloudspire. J'ai joué également à Hoplomachus par le passé, mais je l'ai moins apprécié tout de même que ces 2 titres. Et on incarne ici, côté thématique, une escouade de robots qui tentera d'infiltrer le quartier général de corporations malfaisantes dirigées par des humains. On est des robots, on déteste les humains. Les humains nous détestent aussi et veulent nous asservir. Et nous, les robots, on ne veut pas ça, bien évidemment. C'est donc un jeu coopératif d'infiltration et non pas d'affrontement direct, bien que la baston sera parfois
inévitable. Au début de la partie, les joueurs vont devoir réussir à infiltrer le quartier général et se déplacer en évitant les différents dispositifs de défense qu'ils peuvent rencontrer. Puis on va devoir progresser d'un étage à l'autre, rencontrant chaque fois des menaces de plus en plus grandes. Mais ce qui est vraiment unique dans Burn Cycle, c'est qu'en plus de pouvoir se déplacer et d'interagir physiquement dans le bâtiment que l'on explore, on aura également la possibilité d'interagir avec l'univers digital du réseau informatique du bâtiment. On a comme cette double profondeur-là qui semble bien prometteuse. On a le système de sélection d'actions aussi qui est très particulier. On va avoir des jetons qui représentent jusqu'à 5 différentes actions qui seront disposées dans un ordre aléatoire et on pourra décider où on se place sur cette séquence et ensuite en utilisant nos dés, on pourra tenter de résoudre les actions les plus bénéfiques en fonction de nos intentions, de ce qu'on prévoit faire dans notre tour, ce qui serait profitable. À la fin d'une manche, quand tous les joueurs ont joué, on désactive l'un des 5 jetons, celui tout au bas de la séquence, ce qui réduit le nombre d'actions disponibles pour la prochaine manche. Mais suite à une décision commune de tous les joueurs, on peut décider de redémarrer la séquence pour piocher 5 nouveaux jetons aléatoires. Mais bien évidemment, redémarrer le système, ça va attirer l'attention sur nous, ce qui fera augmenter le niveau de menace et les risques pour la réalisation de notre mission. Il y a une tonne d'asymétrie, comme dans tous les jeux de Chip Theory Games, de choses qu'on peut améliorer, qu'on peut débloquer, avec lesquelles on peut interagir, qu'on peut personnaliser. Ça a vraiment l'air de représenter tout un défi et bien honnêtement, au départ, au lancement du projet Kickstarter, j'avais peur un peu de ne pas aimer un jeu d'infiltration. Mais plus j'y pense, ou plus j'en parle, plus j'ai hâte de l'essayer. Alors, selon ce qu'on sait, on devrait pouvoir, ici au Canada du moins, mettre la main sur les copies du jeu d'ici la fin mars, peut-être début avril. Ça approche à grands pas, j'ai hâte. En position numéro 2, on retrouve Perseverance Castaway Chronicles. Un jeu, encore une fois, pour 1 à 4 joueurs. Et ici, bon, on a encore une variabilité au niveau du temps de jeu qui va vraiment varier. On est dans du Mind Clash Games ici, qui est une compagnie que j'apprécie énormément également. Et c'est un autre jeu dont j'ai eu le privilège de vous présenter le prototype. Alors, prenez ça en considération. Peut-être que pour vous, vu que j'ai présenté le prototype, mon avis ne vaut rien. En fait, vous devez savoir que Perseverance, même si j'ai présenté le prototype, je l'ai payé de ma poche, là, mon pledge de luxe avec les petites figurines et tout. Alors, pour moi, ça n'a pas d'impact, mais peut-être que pour vous, oui. Choisissez où vous vous placez. Bon, alors, j'aime le fait que dans Perseverance, on va avoir 2 jeux en un. On va avoir l'épisode 1 et l'épisode 2 qui sont une suite thématique, mais qui ne vont pas nécessairement emprunter les mêmes mécanismes. Alors, je vous fais un petit survol de chacun de ces épisodes. Vous pourrez aller voir mes vidéos également si vous voulez avoir des informations plus détaillées. Alors, l'épisode 1 se déroule quelques semaines après que notre navire ait échoué sur une mystérieuse île, où on découvre rapidement la présence de dinosaures pas très sympathiques. Alors, il va falloir, bien évidemment, établir des campements, profiter des connaissances de chaque survivant, récupérer des ressources pour assurer la survie de chacun, ou pour construire des pièges et des barricades pour repousser les attaques des dinosaures, et bien sûr, choisir des dirigeants pour prendre les décisions importantes. Alors ici, dans l'épisode 1, on va avoir un mécanisme principal de placement de dés, jumelé à de la gestion des attaques de dinosaures et de vote pour les dirigeants les plus impliqués dans le développement de la survie de la colonie. Alors que dans l'épisode 2, la thématique change un peu. En fait, on est dans la même trame, mais on se projette quelques années plus tard, puisqu'aucun secours n'a réussi à parvenir jusqu'à cette île mystérieuse, on s'y trouve encore. Les simples campements et barricades ont donc été transformés en installations permanentes, et les dinosaures ne représentent plus une menace directe, puisqu'on a réussi à bien s'isoler. On pourra donc envoyer des escouades explorer enfin l'île en profondeur afin d'en découvrir les secrets.
Ici, on conserve le mécanisme principal de placement de dés. C'est encore avec ce mécanisme qu'on va réaliser nos actions, mais on y ajoute de l'exploration et de l'expansion de territoire sur l'île, ainsi qu'un impressionnant arbre de technologie associé aux différents dirigeants de la colonie afin de personnaliser les spécialités de nos ouvriers. Alors, on va encore avoir des ouvriers qu'on va pouvoir déployer, mais cette fois-ci, on va pouvoir les spécialiser. Donc, on va pouvoir débloquer des pouvoirs spéciaux. Par exemple, en débloquant tel pouvoir, eh bien, la construction de tentes pourrait être gratuite pour moi, ou avoir un coût réduit, ou à chaque fois que j'effectue telle action, je récupère tel bénéfice. Vous comprenez l'idée. Mais il y en a tout plein, je pense qu'il y a près d'une trentaine de personnalisations possibles. On a la possibilité de jouer également en mode chronique. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Le mode chronique n'était pas disponible dans le prototype. C'est un peu comme une campagne qui va s'échelonner sur 4 parties où les joueurs auront encore plus d'asymétrie et pourront tenter de réaliser certains accomplissements pour obtenir de la gloire et débloquer de nouvelles habiletés qu'ils pourront utiliser d'une partie à l'autre. Ouh là là! Alors, côté livraison, on prévoit que les backers canadiens, désolé, j'ai pas nécessairement les informations pour tous les pays du monde, alors pour le Canada, la réception devrait se faire vers la fin mars, début avril. Ça aussi, ça approche d'ici un mois. Je suis pas mal convaincu que je vais avoir des dinosaures partout sur ma table de jeu. Et je termine avec le jeu en position numéro 1, le jeu que j'attends le plus. Oh là là, et évidemment, c'est le jeu dont la réception est prévue le plus tard dans l'année. Question de travailler ma patience. Il s'agit de Frostpunk de Board Game. Un jeu pour 1 à 4 joueurs, un jeu coopératif, durée qui peut varier entre 120 à 150 minutes. Je dirais que 2 à 3 heures, c'est plutôt réaliste. Alors, pour ce qui est de Frostpunk, bon, on est dans une adaptation de jeux vidéo en jeu de société dans la même lignée que l'adaptation de This War of Mine. Alors, This War of Mine, au départ, était un jeu vidéo qui a été par la suite adapté en jeu de société. Eh bien, ici, c'est la même chose. Frostpunk était également un jeu vidéo qui est adapté en jeu de société. Vous devez savoir que suite à la campagne Kickstarter, j'ai immédiatement fait l'acquisition du jeu vidéo. J'en ai fait plusieurs parties. Et même si j'avais déjà backé le jeu à ce moment-là, ça ne fait que confirmer à quel point j'avais eu une bonne idée de financer ce projet. Parce que j'ai vraiment apprécié le jeu vidéo et j'ai hâte de voir comment ils vont l'adapter en jeu de société, mais je suis confiant. Du moins, lorsque je réalise ce qu'ils ont fait avec This War of Mine. Donc, plongé cette fois-ci dans un univers, dans un monde post-apocalyptique qui a été frappé de plein fouet par une période glaciaire, les joueurs vont incarner des dirigeants d'une petite colonie de survivants qui doivent tout faire pour tenter de survivre. Ce qui, évidemment, peut inclure de prendre des décisions lourdes de conséquences. Imaginez vous retrouver au milieu de la nature avec presque rien à vous mettre sous la dent, à devoir chasser votre prochain repas alors que la température extérieure frôle les moins 40 degrés Celsius. Bon. Pour nous, Canadiens, c'est une journée comme les autres. Mais non, j'exagère. Alors, les températures peuvent descendre dans le jeu là, à des seuils assez bas, là, jusqu'à, je crois, moins 80 ou moins 90 degrés Celsius, même dans certaines circonstances. Donc, une période glaciaire assez violente. Ce que je trouve vraiment génial dans Frostpunk, c'est non seulement la thématique, parce qu'il faut le dire, on ne peut pas parler de Frostpunk sans faire quelques parallèles avec This War of Mine. Mais This War of Mine, côté immersion et thématique, là, c'était hallucinant, du bonbon. Alors, ici, non seulement la thématique m'accroche, mais l'immense ouverture que celle-ci nous offre quant aux façons de faire face à l'adversité dans le jeu et d'y réagir.
Le jeu se divisera sous forme de scénarios dont la trame narrative et les mécanismes vont varier. Ce qui nous amènera en tant que leader de la colonie, du groupe, à prendre des décisions importantes qui auront des répercussions pour le reste de la partie. Alors même si je vous parle de scénario et tout ça, là, vous devez savoir que c'est pas comme une espèce de campagne. Après avoir fait un scénario, il n'y a pas là, de sentiment de « Ah, j'ai pas envie de le rejouer ». Au contraire, là, les scénarios vont tout simplement offrir une trame narrative, des mécanismes de jeu, mais vous pourriez faire là, 15 fois le même scénario, vous n'aurez pas l'impression de savoir comment ça se termine. Là. Je veux dire, l'histoire, ça va être vous qui allez la construire pendant votre partie. C'est les choix et les décisions, comment vous allez réagir aux différentes situations, aux événements qui vont créer votre expérience de jeu plutôt que le scénario en soi. Faites-moi confiance. Il va falloir, évidemment, gérer le mécontentement des survivants, hein, parce que nos choix vont peut-être pas faire le bonheur de tout le monde, la température glaciale, l'accès à la nourriture, la production de ressources essentielles à la survie, les maladies, les explorations, le risque. Il faudra même se méfier parfois de nos propres décisions. C'est-à-dire qu'il y a certaines situations qui peuvent nous amener à faire des choix éthiques, comme le froid glacial qui peut causer des engelures assez graves aux travailleurs qui minent du charbon à des températures de moins 50 degrés Celsius de 7 heures le matin jusqu'à 4 heures l'après-midi. Alors, dans de telles circonstances, nous, dirigeants de la colonie, est-ce qu'on autorise les soins radicaux qui peuvent mener jusqu'à des amputations de membres pour augmenter la chance de survie des membres de notre colonie, quitte à perdre de la précieuse main-d'œuvre de façon définitive, presque, ou alors on continue de les forcer à travailler en espérant, puisque de toute façon, s'ils meurent, ça fera des bouches de moins à nourrir, qu'ils se rétablissent par eux-mêmes et qu'ils puissent continuer de travailler pour notre compte. Alors ces choix éthiques-là, il en existe tout plein. Il y a des lois qu'on va pouvoir voter aussi et ça peut mener sur un arbre de possibilités vraiment impressionnant. Il y a tout un arbre de technologie, si je peux m'exprimer aussi, de décisions, d'événements qui peuvent venir changer radicalement la résolution de vos actions. En date du 17 février, l'une des dernières actualités qui a été publiée, l'éditeur Glass Cannon Unplugged a communiqué dans une actualité qu'ils attendaient un nouveau calendrier mis à jour pour les dernières étapes de production et d'impression et des envois postaux par la suite. Pour l'instant, selon l'avancement du projet, je pense qu'il serait raisonnable de croire que le jeu pourrait arriver chez les backers vers le mois de septembre 2022. C'est loin, mais l'attente en vaudra la peine. Alors voilà pour ce qui était de cette vidéo des projets Kickstarter, GameFound, toutes plateformes confondues, dont j'attends la réception le plus en 2022. Vous voyez, je vous ai parlé seulement de 6 projets et je suis tout excité. Là, je suis convaincu que je vais passer les 3 prochains jours à regarder par la fenêtre si le facteur m'a apporté une grosse boîte remplie de Kickstarter. Je suis certain que je ne suis pas le seul. C'est pourquoi je vous invite à me laisser dans la section commentaires les titres des jeux que vous avez backé au courant des mois ou des années précédentes dont vous attendez la réception pour cette année, du moins selon les informations qui ont été rendues publiques via les actualités des jeux en question. Ça m'intéressera de vous lire. Peut-être même est-ce que je vous ai mis la puce à l'oreille sur certains titres que vous n'aviez pas vu passer. Ça aussi, vous pouvez me le laisser savoir. Laissez-moi également un pouce vers le haut et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. Les risques du métier.